les avocats vont devoir de plus en plus se spécialiser, mais pas en termes de spécialité juridique, se spécialiser en termes de j'aide cette personne-là à réaliser cette transformation-là. J'ai beaucoup travaillé la question de la mort et ça va avec ce travail de spiritualité. En fait, avec cette personne, cette intention et cette plante, j'ai pu mourir en paix. Quand tu arrives à transcender l'illusion du manque et que tu commences à voir l'abondance de choses que tu as et d'arrêter d'être tout le temps dans la plainte, dans la négativité, dans le verre à moitié vide, en fait, tu transcendes ce manque et tu rentres dans l'abondance et tu n'as plus peur et tu n'es plus dépendant de ton job, de ton client et tu peux commencer à avoir de la puissance et de la souveraineté. Je chiale avec les clients, je parle de mes problèmes aux clients, je suis à égalité. Donc je suis un gourou, certes, mais en même temps pas vraiment parce que je suis surtout un humain. Les deux faces d'une même pièce. Pour moi, réhabiliter, ça vient avec l'expression. Parce qu'en fait, qu'est-ce que tu transcendes ? La honte, le jugement, l'humiliation. Et tu dis en fait, moi je prends ma connasse, je prends ma salope, je prends ma mauvaise avocate, je prends tout et moi je les aime et je vous emmerde si vous n'êtes pas content. Et là, boum. Queen. Si on devait leur donner un conseil. Majnouna. Alice, on y est. Nous y sommes. J'adore. Faut qu'on explique pourquoi on commence comme ça. Avant de parler de nous, on va parler d'Arnaud Le Cornu et de Franck Lobvet. Ouais, c'est vrai, c'est pas mal. Franck Lobvet, c'est notre chouchou, c'est un de nos maîtres à penser. Et son mode de fonctionnement, c'est de faire des échanges comme ça avec Arnaud Le Cornu, qui était un de ses... En fait, il fait des stages de développement perso et en gros, Arnaud Le Cornu, c'était un de ses stagiaires. Et il lui a proposé de développer sa communication. Et c'est comme ça qu'il a commencé à faire des podcasts avec lui. Et après, Arnaud, il s'est occupé de couper en mini-sections, de faire une chaîne YouTube, de tout développer pour lui, pour donner de la visibilité à cette star qui est Franck Lobvet, qu'on adore et qu'on embrasse d'ailleurs au passage. Et c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui avec toi. Voilà, sauf qu'il y a une différence. Vas-y. C'est que t'es ma meilleure amie. Ils étaient pas super amis, eux ? Non, je crois pas. Je pensais qu'ils étaient meilleurs amis. Donc ouais. C'est moi qui te cuisine et je suis super heureuse parce que je me souviens qu'il y a quelques mois, que les gens sachent, je t'en avais parlé, on en avait parlé, et j'insistais. C'était pas encore... non, ouais. Et c'est arrivé. Et à Dubaï en plus. Et à Dubaï, parce qu'on est à Dubaï. Tout simplement. Tout simplement. C'est très simple chez nous. Donc en fait, juste pourquoi on est à Dubaï, moi je faisais partie du mastermind de Margot Cunego. Margot Cunego, elle habite à Dubaï. Elle avait dit à la fin, rejoignez-moi à Dubaï. Et moi, ça faisait longtemps que Dubaï, c'était une ville qui me trigger et en même temps que j'avais envie de découvrir, qui me fascine un peu. Et je me suis dit, c'est l'occasion rêvée. Et je me suis dit, je vais pas y aller jusqu'à le jour pour voir Margot. Je vais me prendre 2 semaines et prendre le temps. Et en fait, je l'ai fait, j'ai booké mes billets, trucs, machin. Et puis après, j'ai eu l'envie d'inviter 3 clientes de mon accompagnement one-one premium Infinite Growth. Et après, c'était évident pour moi qu'il fallait que tu sois là aussi. Et du coup, il y a les 3 clientes qui sont venues et toi. Et peut-être qu'on peut préciser juste vite fait ton rôle. Ouais. Par rapport à mon business, à ce que je fais pour les avocats et ton background. Juste pour savoir qui... Donc moi, ce qui est très, très touchant et très intéressant aussi, c'est que donc là, aujourd'hui, je fais du copywriting. Mais avant, j'ai fait du droit et j'ai failli être avocate. Donc aujourd'hui, j'aide tes clients à développer leur communication et à se rendre visibles. Et donc, l'avocate que je ne suis pas aide. Que tu n'es pas devenue. Que je ne suis pas devenue et que je suis heureuse de ne pas être devenue. Aide ces avocats à se rendre visibles, à prendre confiance en eux et à communiquer. Oui, à quelque part transformer un mode d'écriture de droit juridique dans... les amener doucement vers l'écriture persuasive, le copywriting. Ouais, le copywriting, sortir du jargon juridique, apprendre à se vendre. Et à communiquer. Alors, ça se manifeste surtout à travers LinkedIn, mais après, ça peut être des newsletters, ça peut être plein de canaux différents. Et c'est pas ta seule activité, qu'on précise. De t'occuper de mes clients n'est pas ta seule activité. Non. C'est du copywriting, beaucoup pour les recruteurs. Aider les recruteurs. Et une en particulier.
Ouais. Ouais. Qui tu travailles beaucoup. Ouais. Et du coup, avant qu'on commence, peut-être que tu me cuisines, comme tu dis. Pourquoi tu avais envie de prendre cette place que Arnaud Lecornu a pris avec Franck? Pourquoi tu avais envie de m'accompagner à me faire parler? C'est quoi Parce que c'est le fil rouge de notre amitié depuis 18 ans. Et que je crois que on est comme deux personnes lambda, mais dans une relation d'amitié, dans une relation d'amour, dans une relation tout court, mais on est comme deux miroirs. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans le podcast, quand il est bien fait et quand il y a du fond. Et j'avais très très envie de faire ça avec toi parce que déjà j'adore t'écouter en podcast. J'adore ton énergie tout court. Mais j'aime ton énergie en podcast aussi. C'est bon, on n'est pas des goulinantes d'amour. Ouais, hein. J'adore t'écouter. On n'est pas lourdes. Non, mais... Ce que je te disais dans la bagnole hier. Je suis massacrée. Les meufs, c'est une amitié un peu border. Elle est mariée, mais c'est un peu border. Désolée, hein. Non, on n'a jamais... Non. Bon. Pas encore. Pas encore. Non, j'avais super envie de ça parce que j'adore le duo de Franck et d'Arnaud. À une période de ma vie, je me suis littéralement bouffé toutes leurs conversations, toutes leurs causeries. Je crois que c'est le titre du podcast, les causeries. Et j'ai trouvé ça génial parce que c'était fluide, c'était authentique, il y avait des bugs. Enfin, c'était pas très préparé et en même temps tellement enrichissant. Moi, ça m'a vachement apporté et j'avais envie de faire ça avec toi parce que je trouve que ces conversations qu'on a sont tellement puissantes, tellement riches et que dans le cadre de ton activité ou pas, faut que ça se diffuse et ce format-là, je le trouve super pour faire passer ces messages. Oui, parce que finalement, beaucoup de gens, moi la première, qui ont été attirés par Franck, c'est aussi grâce à ses causeries et grâce à ce podcast. Et donc, quand même, la finalité, c'est que on montre un peu plus de moi, de la profondeur de ma pensée, de tout ce que je peux apporter, parce que c'est vrai que parfois, un post LinkedIn, c'est assez restrictif. Et que ça puisse, comme Franck nous a appelé grâce à ça, appeler plus d'avocats et à terme, peut-être d'autres personnes d'ailleurs. Oui, et puis pour finir, je pense que ça va montrer un autre visage de ton accompagnement qui est très présent et qui est très puissant. Et c'est vrai que j'ai très envie que les gens le voient. Les avocats, évidemment, mais même les autres. Parce qu'aujourd'hui, ce dont on va parler concerne les avocats, mais n'importe quel entrepreneur, n'importe quelle personne est en mesure de se l'approprier. Et c'est ça aussi qui est très puissant, qu'on retrouve dans les causeries. Oui, c'est le fait que on parle de choses un peu universelles finalement, appliquées aux avocats, mais... Bah écoute... Let's go. Let's go en cuisine. Donc l'entrée, le bol de la surprise. Je vais donc tirer à l'aveugle des... Ah, on commence par ça ? Ouais. Ok. Donc je vais tirer à l'aveugle des questions. Et puis t'y vas. Ok. Voilà. Alors ouais, à l'aveugle, sinon c'est pas drôle. Si tu n'accompagnais pas les avocats, qu'est-ce que tu ferais ? Je ferais un truc autour du féminin. Je travaillerais sur C'est ce que je fais d'ailleurs. Je travaillerais sur la réintégration du féminin chez les femmes et chez les hommes. Par le biais d'immersions en présentiel qui combineraient de la respiration, du mouvement, peut-être des plantes médecines, un cocktail Molotov de pratiques pour se reconnecter à la puissance du féminin. Très rapidement, qu'est-ce que c'est le féminin ? C'est un peu comme le yin, le yang. On a deux polarités tous en nous, l'énergie masculine et l'énergie féminine, qu'on soit un homme ou une femme. Et c'est vrai qu'on opère tous beaucoup, particulièrement en Occident, depuis l'énergie masculine, de par le système
capitaliste, faut se développer, et notamment dans l'entrepreneuriat, beaucoup opèrent depuis une énergie yang, une énergie masculine. Et moi, j'ai fait un travail pour revenir dans mon féminin, pour me réapproprier qu'est-ce que ça veut dire pour moi d'être une femme, et surtout pour entreprendre au féminin. Et donc pour moi, c'est le travail le plus important de ce siècle. C'est la balance des énergies, des polarités. Et donc il y aurait une dimension peut-être plus spirituelle, plus corporelle. Voilà. Et on peut dire d'ailleurs que tu as animé une retraite sur le sujet. Deux. Mais effectivement, Pourquoi il y en a une que j'ai pas? une qui était mixte, Ah mais oui. on travaillait quand même sur le féminin, et une autre vraiment qui était une immersion de femmes à Essaouira, dans un hôtel sublime, où je devais me marier d'ailleurs. Donc c'était une guérison pour moi de faire une retraite là-bas. Et c'est vrai qu'avant de développer mon business, de décider à 100% de me canaliser sur les avocats, j'avais pris une route plus de gourou, de facilitatrice, d'espace collectif de guérison, posée sur mon background de psy et tout ce que j'ai appris par ailleurs. Et ouais, c'était incroyable, et t'étais là d'ailleurs, et peut-être tu peux en dire quelque chose. Ça a été, j'allais dire le début de la fin. Non, mais ça a été le début d'une connexion avec le spirituel. Ça a été une introduction. C'était extra, c'était génial. Tout, le cadre, ce qui était super, c'était que c'était à la fois super puissant, profond, et en même temps, on a ri. Il y avait de la légèreté, il y avait des moments de légèreté aussi. Et ça, c'était génial parce que si t'es là-dedans, dans le spirituel, la guérison. sensibilité, la guérison, du matin au soir pendant 5 jours, au bout d'un moment, tu t'apprécies plus et tu fais même plus le travail. Ouais. Et c'est ça que j'ai adoré, c'était cet équilibre entre il y a de la légèreté, il y a beaucoup de profondeur, et puis alors après ça appartient à chacun d'ouvrir ou pas les espaces, mais c'était génial. Ouais, c'était magique, et c'est vrai que je me suis vraiment mise à égalité de tout le groupe, et je pense que c'est ça qui fait qu'il y a une respiration aussi dans mes espaces, que ce soit en retraite ou dans mon mastermind ou en bootcamp. C'est que je chiale avec les clients, je parle de mes problèmes aux clients, je suis à égalité. Donc je suis un gourou, certes, mais en même temps pas vraiment, parce que je suis surtout un humain. Les deux faces d'une même pièce. Les deux faces d'une même pièce, voilà, exactement. Le maître et l'élève, l'humain et le divin, ce que tu veux. Enfin bref, partons pas trop tout de suite dans les... On continue ? Ouais. Alors, quelle est la dernière drogue que tu as prise ? Raconte comment ça s'est passé. Justement, j'ai pensé en allant aux toilettes tout à l'heure, parce qu'en plus, j'ai une feuille de cannabis là. Alors, j'ai dû prendre depuis de l'exta, mais je préfère pas parler de ça. Je préfère parler du cannabis parce que c'est plus intéressant. Enfin, même si la MDMA, c'est très intéressant aussi, mais... J'ai eu une expérience à 14 ans de bad international au pétard, ce qui arrive à beaucoup de gens. J'ai pris un pétard à 14 ans, comme ça nous arrive tous. Et depuis, j'ai été traumatisée du cannabis, parce que c'était trop... j'avais plus de notion de l'espace et du temps. Et en fait, j'ai une copine, Meredith, qui m'a expliqué que le cannabis pouvait être psychédélique à certains niveaux. Et qu'en fait, beaucoup de gens vivent une expérience psychédélique la première fois ou à un moment donné dans leur parcours avec le cannabis. Et du coup, ils ferment complètement les vannes de ce truc-là, parce que ça a ouvert un truc qu'ils n'étaient pas du tout capables de comprendre à l'époque. Et j'ai compris qu'en fait, j'avais une expérience psychédélique de ouf. Et en fait, là, j'ai rencontré un gars qui bosse avec le cannabis en thérapie à Lisbonne. Et j'ai fait 2 sessions avec lui d'introspection et de shadow work, donc de travail sur, en gros, mes parties, on va dire, inconscientes non perçues. Et c'était... j'ai pris 2 tafs, donc vraiment une toute petite dose, et c'était surpuissant. Et le fait qu'il ait posé une intention, j'ai envie de dire, de guérison avec la plante, ça a donné une dimension beaucoup plus sacrée, beaucoup plus sécurisée. C'était pas prendre un pétard dans un cadre... Ce que je n'aime toujours pas, d'ailleurs, fumer, j'aime pas ça. Et donc voilà, cannabis dans un cadre sécurisé et de healing. Voilà. Donc fabuleux, enfin très intéressant. C'est vraiment une plante médecine, quoi, si c'est bien utilisé. Tu recommandes ? Ouais, avec la bonne personne, avec la bonne intention, ouais. Mais c'est très fort. C'est très fort. Et pour avoir fait d'autres psychédéliques, c'est presque plus fort. Et, ah ouais ? Ouais. Et par contre, c'est beaucoup moins long. Tu fais une cérémonie de champignons hallucinogènes, comme j'ai fait avec Meredith.
5 heures. C'est 6 heures de trip, même plus. Et puis là, c'est carrément, voilà, hein, ça part. Mais là, c'est beaucoup plus court. Mais la profondeur de là où t'emmène la substance, c'est très direct. Et si t'es pas... moi, ça m'a amené, par exemple, dans ma peur de mourir. Donc, littéralement, je suis morte pendant l'expérience. Je me suis sentie partir. Et en fait, j'ai beaucoup travaillé la question de la mort, et ça va avec ce travail de spiritualité. Bah, en fait, avec cette personne, cette intention et cette plante, j'ai pu mourir en paix. Mais j'imagine que pour une personne qui n'a pas du tout fait de travail de dissolution de l'ego, qui n'a pas du tout ouvert ces espaces-là encore, ça peut être très challengeant. Donc, à voir si ça te parle, quoi. Ces drogues associées à la spiritualité et évidemment à un cadre hyper structuré, ça ouvre énormément. Ouais. Et moi, beaucoup de gens appellent ça des drogues, mais... Bon. Ça dépend de quoi on parle, bien sûr, mais bon. Mais voilà, le cambo, qui est une grenouille... Extraordinaire, le cambo. Et voilà, amazonienne, le bouffo, l'ayahuasca, les champignons et la cannabis, c'est des choses qui sont à la base des trucs naturels. Et ce que ça ouvre, c'est notre capacité à nous d'ouvrir. C'est-à-dire que pour moi, comme tout d'ailleurs, comme le coaching, le mentorat, la formation, les plantes, c'est des enseignants. Et après, on n'est pas censé rester accroché à l'enseignant et recommencer l'expérience éternellement. Il y a un moment donné où on doit travailler dans notre propre leadership et responsabilité, la capacité d'ouvrir ces espaces seul. Et c'est pour ça que on aime beaucoup Franck Lobvet, parce que Franck Lobvet nous renvoie énormément à notre responsabilité. Et je pense que voilà, ces plantes, elles ouvrent des espaces, mais c'est pas censé devenir un truc... Une habitude. Oui, parce que même s'il n'y a pas d'addiction à proprement parler, on peut devenir accro au healing, on peut devenir accro à l'expérience spirituelle, au bliss, à la sensation qu'on ressent. À l'état. À l'état, exactement. Et c'est vrai, hein, quand je suis morte, après, pendant 3 semaines, j'étais tranquille, hein, j'avais plus peur de rien. Mais après, l'ego revient, les limitations reviennent, et c'est normal, il faut accepter ça. T'es pas censé toujours être dans un état d'ouverture. Comment tu vois l'évolution du métier d'avocat dans les 10 ans à venir ? Waouh, c'est dur ça. C'est dur parce que ça m'expose. Je pense que je suis arrivée à un moment où... Et je suis pas la seule d'ailleurs. Lila Louise... un autre qui s'appelle Michael Bernard, Noréa Thomas, Elodie, j'ai oublié son prénom, enfin, des gens qui viennent avec de l'IA, il y a David Minucci aussi. Enfin, on est toute une armée quand même à avoir débarqué presque simultanément pour soutenir la profession. Benjamin Alouche maintenant qui fait aussi de l'IA pour les avocats, Michael Ogui. Bon, c'est quelques noms que je connais, mais il y en a plein d'autres. Et le message commun, c'est quand même une invitation à embrasser une forme de transformation. Donc, je parle en mon nom, mais je parle aussi au nom de ce collectif-là de facilitateurs, finalement. Parce qu'on est nombreux à sentir, à pressentir qu'il y a des changements et que la profession a vraiment besoin de soutien. Parce qu'elle est enfermée dans des paradigmes super poussiéreux, sacrificiels, et avec vraiment des idées du développement surannées, quoi, obsolètes. Et là, il y a l'IA qui arrive, il y a les legal tech, il y a l'avocat entrepreneur, il y a l'avocat influenceur. Et donc, je vois, j'ai envie de dire de façon binaire, 2 possibilités pour l'avocat dans les 10 ans à venir. Soit il est resté dans son système, il n'a pas embrassé les changements, il s'est victimisé des changements du système juridique et judiciaire en disant qu'il ne se retrouve plus, qu'il est maltraité. Voilà, il est resté dans un truc, quelque part, il a victimaire. Victimaire, il n'a pas de pouvoir, il ne peut rien faire. T'as vu, c'est la merde maintenant. Bon, je me casse. Et il y en a beaucoup d'ailleurs qui changent de crémière parce qu'ils n'ont pas réussi à transcender et à se transformer. Je pense que le monde entier est amené à une mutation, pas que les avocats. Mais c'est juste que moi, j'ai été appelée là et mes petits copains aussi. Mais je pense le secteur de la santé. Et en fait, il y a vraiment ce truc que Franck d'ailleurs dit, c'est la responsabilité individuelle. Aujourd'hui, on arrive à un stade où la responsabilité individuelle. Et donc, il y a ceux qui vont prendre leur responsabilité, qui vont décider d'être en pouvoir, quitte à ce que ça vienne un peu frotter avec les enjeux de l'ordre, avec des enjeux très, très scolaires, de bien respecter les règles, voilà, de faire, de prendre des risques, etc. Et de participer à une co-création du renouvellement de ce métier. Et il y a ceux qui vont pas du tout trouver la force, et c'est OK de se transformer, de transmuter, d'aller peut-être aussi incarner quelque chose qui va générer du rejet, de l'opposition.
Et eux, je pense que c'est un peu la merde parce que je pense que l'avocat, par la force de l'IA, par la force des legal tech, va devoir prendre une place nouvelle dans la place de... que ce soit un avocat d'affaires, un avocat pénaliste, peu importe, sa position doit changer. Ouais, c'est-à-dire C'est-à-dire que ce n'est plus un exécutant. Un exécutant, un technicien de droit, c'est un vecteur de transformation. Il prend une place beaucoup plus holistique. D'ailleurs, je pense que la figure du coach, de l'avocat, en fait, tout ça, c'est en train de fondre. On va tous devenir comme des mini vecteurs de transformation. Oui, et des accompagnants. Voilà, des facilitateurs. Ouais. Moi, j'utilise la psychologie, toi, tu utilises le droit, mais en fait, on fait plus ou moins... On amène une personne d'une situation A à une situation B dans une transformation, et on est dans un modèle d'empathie. Ça veut dire qu'on s'est mis dans les chaussures d'une personne et on a décidé de lui apporter une solution concrète. Et donc, les avocats vont devoir de plus en plus se spécialiser, mais pas en termes de spécialité juridique, se spécialiser en termes de j'aide cette personne-là à réaliser cette transformation-là, et j'ai mis en place ce système-là pour qu'il puisse y parvenir. Je rebondis, mais c'est exactement ce que tu enseignes aujourd'hui à tes clients. Ouais. Trouver un positionnement, construire une offre, structurer une méthodologie aussi. Ouais. Comment ça se passe, en fait, de travailler avec cet avocat plutôt qu'un autre. Et donc, tu incarnes déjà, d'une certaine manière, ce changement. Bah oui. Parce que j'y crois vraiment, donc je les accompagne là-dedans. Ouais. Moi, j'accompagne les avocats dans leur puissance, dans leur pouvoir. Et c'est très intéressant parce qu'il y a donc à la fois cette vision assez holistique du métier, le lien aussi avec l'entrepreneuriat qui est super intéressant. Et en même temps, il y a, là, ce dont on parle, c'est du marketing. Ouais. Donc, c'est hyper riche. Très. Et tu n'as pas parlé du pilier spiritualité où on parle beaucoup de la gratitude et de... Ouais. Ouais, il y a la psychologie, la stratégie. Mais j'allais y venir. Donc, du coup, ta question, c'est comment aujourd'hui j'accompagne les avocats dans cette transformation avec ces piliers-là. J'allais pas te la poser, mais vas-y. Déjà, j'ai dû vachement observer. Juste pour la petite histoire, quand même, mère avocate, oncle avocat, première année d'études droit à Assas. On était ensemble à Assas, ensemble. Ouais. Le prof de droit constit dit... Si vous êtes là parce que vous savez pas ce que vous faites, dégagez, ça rentre là, ça sort plus. 3 mois après, je suis dégagée parce que j'ai rien à foutre là. Mais quand même, voilà, il y avait déjà un destin qui se créait avec cette maman qui m'envoie tout son code génétique d'avocate. Puis je crois qu'elle était avocate quand elle était enceinte de moi. Donc peut-être que j'ai été là en plaidoirie, peut-être, voilà. Après, j'ouvre mon cabinet de psy. Mon premier patient est un avocat associé chez Bredin-Pratt. Puis une autre, puis un autre. Et donc, j'ai pas eu que des avocats en patient, mais j'ai eu quand même pas mal d'avocats. Et pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, la recherche et développement chez moi de l'avocat, pas c'est deep, c'est genre cellulaire. Donc... ADN. C'est ADN. Et en fait, entre l'avocat et le psy, il y a plein de similitudes. Et le médecin, on est dans le sauveur. Et dans tout ce que ça implique. Le triangle. Victime, bourreau, sauveur. Donc, on peut alterner vachement dans ces positions-là, dans notre posture, dans la vie, ailleurs. On est tous venus, je pense, à l'avocature, à la psychologie, à ces métiers-là, dans le but de réparer quelque chose aussi. Blessure d'injustice, blessure narcissique, whatever. Moi, je sais que mon chemin de psychologue, il a été une guérison, qu'aujourd'hui, je m'en émancipe parce que je vais vers l'entrepreneuriat, mais en vrai, elle sera toujours là, la psy. Et je pense que l'avocat, il doit transcender ce truc-là aussi, d'être venu quelque part peut-être compenser une faille par un statut social, d'avoir fait le fameux truc de tu seras médecin ou avocat mon chéri, voilà, et d'aller chercher vraiment sa souveraineté et sa force de création. Et donc ça part de quand même des années d'exécution, de recherche, d'écoute, de précision dans le truc, et puis surtout beaucoup d'honnêteté de mon côté, de voir tout ce que l'avocat reflète chez moi. C'est-à-dire que quand j'en mets plein la gueule à l'avocat sur LinkedIn en disant qu'il est dans le sacrifice, qu'il est poussiéreux, je me parle à moi aussi. Je l'avais dit dans un post, j'avais dit je te dis en gros que t'es limité, mais t'inquiète pas que moi je suis toute la journée en train de travailler à me transcender aussi. Et donc voilà comment je le construis, mon truc, c'est que je suis dans une totale fusion. Ouais, et même fusion. Déjà, la fusion mère-enfant, enfin, tu vois, ça commence là. Et donc après, à force de les observer, à force de commencer à me polariser sur eux, à les accompagner d'abord en one-on-one, moi, me vient qu'ils ont besoin d'être en collectif.
qu'ils ont besoin de ce jeu de miroir que je faisais dans les retraites. Et qu'en fait, cet accompagnement collectif, même si tout le monde me dit les avocats, ils le feront jamais, c'est mort, ils ont trop de masques, ils ont trop de concurrence, de peur de la confidentialité, ils partageront pas. Moi, mon intuition elle me disait, si, c'est ce dont ils ont le plus besoin. Donc, le collectif, et après, effectivement, les fondamentaux, c'est comme ça, encore une fois. Moi, en tant que psy, j'ai appris à poser un cadre avec un patient, j'ai appris à sécuriser, j'ai appris, en tant qu'entrepreneur, à me positionner, j'ai appris à devenir visible, et en fait, j'ai commencé à appliquer chacun de ces fondamentaux dans un enseignement qui est le bootcamp, qui s'appelle aujourd'hui le bootcamp, peut-être ça changera de mot demain, mais c'est un accompagnement en 6 semaines pour vraiment faire cette recalibration dont on parle pour qu'il soit prêt justement pour ça. Et ça demande énormément de courage, ça demande énormément de volonté, de volition, de willpower. Parce que pour avoir fait le shift, je sais ce que c'est et je comprends qu'il y ait plein d'avocats qui se découragent, très sincèrement. Mais avec le collectif, avec l'efficacité de mes enseignements, les transformations se font et rapidement. Donc il y a quand même une très grande efficacité. On arrive à la faire, cette transformation. Et après, ils vont voir quelqu'un sur l'IA, ils se débrouillent, voilà. Mais la base de ce que j'apporte, c'est ce changement de paradigme, à la fois mindset et à la fois stratégique. Et voilà. J'espère que ça répond à la question. Ouais. Les deux faces d'une même pièce. Encore une fois. Encore une fois. Ok, on passe au plat. La roulette. Je vais te donner des mots. À toi de réagir rapidement. Après, rapidement ou pas. D'ailleurs, si tu as une anecdote à partager, prends le temps d'y répondre. Mais donc quoi, tu me dis un mot et je dois improviser à partir de ce mot ? Pas improviser, mais qu'est-ce que ça t'évoque ? Voilà, on peut prendre 30 secondes, tu vois, okay. Si ça t'évoque pas plus que rapide, ça. Quoi. Ouais. Ok, d'accord. Ouais. Roulette. J'adore. Manque. Dépendance. Dépendance et illusion. Je parle beaucoup à mes clients de sortir du mindset de manque. Autrement dit, chez les anglo-saxons, scarcity mindset, qui est vraiment l'opposé du mindset d'abondance. C'est l'illusion que mes petites actions du quotidien me sécurisent, mon petit confort me sécurise, mon petit job me sécurise. Et je le dis sans médisance parce que on passe tous par là. Tous pareil, ouais. Voilà, mais ça reste petit, c'est le petit prisme de ma petite identité que j'essaie de sauvegarder. Et en fait, quand tu arrives à transcender l'illusion du manque et que tu commences à voir l'abondance de choses que tu as déjà à disposition, déjà respirer, boire de l'eau, avoir un toit, avoir un diplôme, être un avocat, être en bonne santé, avoir des potes, peut-être avoir des gamins, avoir un mari qui te casse peut-être les couilles, mais quand même il est là. Et commencer à cultiver, à renourrir quelque part ton être de la réalité, de tout ce qui t'entoure, de tout ce que tu as, et d'arrêter d'être tout le temps dans la plainte, dans la négativité, dans le verre à moitié vide. Et ben en fait, tu transcendes ce manque et tu rentres dans l'abondance. Et là, en fait, tu n'as plus jamais besoin de rien. Tu n'as plus peur. Ça prend du temps, hein, mais tu n'as plus peur et tu n'es plus dépendant de ton job, de ton client. Et tu peux commencer à avoir de la puissance et de la souveraineté. Est-ce que c'est pas... et ce mot, j'allais dire, j'ai pas fait exprès de le choisir, mais bon, voilà. Il pouvait pas mieux tomber. Est-ce que c'est pas l'étape la plus, pas difficile, mais l'étape la plus compliquée à comprendre, à intégrer, à assimiler et ensuite à appliquer pour la suite, tu vois, Ouais. Oui. C'est l'étape la plus difficile, notamment, c'est là où on travaille beaucoup avec mes clients sur la question de l'argent. L'argent, en fait, travailler sur la question de l'argent, c'est guérir une insécurité profonde vis-à-vis de soi, qui se trouve dans l'estime de soi, la valeur personnelle, et aussi tous les paradigmes dans lesquels on a été éduqué par rapport à l'argent, très insécurisants. Et donc, en fait, le premier endroit où on va avoir... un gros nœud énergétique, c'est sur la question de l'argent. Mais attends, si c'est moi qui choisis mes clients et que je dis non à des clients, je vais manquer d'argent. Et c'est comme ça que ça vient. Et donc, effectivement, je peux pas dérouler là comment je l'ai fait travailler là-dessus. Mais c'est le gros pylône le plus important, c'est de travailler sur la peur de manquer d'argent. Et une fois qu'on a réussi à débloquer ça, c'est incroyable parce que l'avocat... ou la personne, parce que parfois j'aide des gens qui sont pas avocats dans ma vie, tout le temps. Bien sûr. La personne dit, putain, je suis en train de recevoir tout ce que je voulais. Ah oui, parce que en fait, ça y est,
T'as arrêté de résister par ta peur que ça vienne pas. Et en fait, ta peur que ça vienne pas crée un mur entre toi et ce que tu veux recevoir. Donc, ouais, c'est le plus dur et le plus important. Et en même temps, je trouve le positionnement est très dur aussi. On en parlera peut-être après, mais la question identitaire de qui j'aide. Pourquoi ? Parce que ça vient taper dans le manque, encore une fois. Si je choisis un segment, alors je ne peux plus faire ci, je ne peux plus faire ça, alors ça suffit pas. Chose avec laquelle moi, je me bataille tous les jours. Ça, tu t'es vachement battue aussi les avocats, c'est remis en question 3 fois par an, hein, évidemment. J'ai envie de faire ci, mais j'ai aussi envie de faire ça. Et puis, mais est-ce que ça a marché ? 2021, Paris 5e. Ouais, 2022. Ouais. 2022. Ouais. C'est là où ça commence. Où t'as su ouais. que ça allait être les avocats. Ouais. Mais c'est toujours me battre contre la peur de manquer dans ce choix. Et d'argent aussi. C'est que je puisse pas faire un empire qu'avec les avocats de la France. Et je pense que c'est une vraie connerie. Je pense que c'est tout à fait possible. Ok, on continue ? Ouais. Psychanalyse, ancien paradigme. Voilà, j'ai fait 12 ans d'analyse. Toi, t'en as fait 15 ? Ouais, 17. 17 ? Comme ça, je crois, un truc comme ça. Bon, voilà, donc on est deux analysantes. Ouais. Moi, j'ai fait 5 ans de psycho. Après, j'ai commencé à travailler en tant que psy dans un paradigme psychanalytique. J'accepte la théorie de l'inconscient, j'accepte la beauté de ce travail, je l'honore, je le remercie, mais je l'ai complètement dépassé aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai dépassé même le champ de la psychologie. Je dis psychologie pour rassurer, je dis psychologie parce que c'est un mot qui parle à tout le monde, mais je fais plus de psychologie, ni de psychanalyse. Je suis ailleurs. Ça s'est tellement intégré, en fait, à ce que tu transmets, à ce que tu... J'ai pas le terme, mais ça va bien plus loin que transmettre. Ouais. On s'en rend pas compte, mais c'est intimement là, c'est intégré, et en même temps, c'est aussi grâce à ça que tu as ouvert tous ces champs, dont j'ai très envie de te parler, parce que pour moi, c'est un incontournable. Quand on travaille avec toi, c'est la spiritualité. J'avais un truc par rapport à la psychanalyse, c'est que la psychanalyse, donc le fait d'avoir fait tout le chemin, vraiment tout le chemin, j'ai mis 12 ans à arriver à la spiritualité. Mais attention, à 14 ans, j'étais déjà en train de vivre mon expérience psychédélique. À 16 ans, je lisais des cartes, je décompensais complètement. En fait, j'ai déjà eu plein d'éveils, mais je comprenais pas. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. Mais j'ai toujours été quelqu'un de métaphysique, ce que tu veux, quoi. Philosophie, j'étais, voilà. Ah, ça, je suis obligée de le dire. Quoi ? Je suis obligée de donner ta note au bac de philo. C'est pas, tu vois, ça n'existe pas, donc je suis obligée de la donner. Alice a eu 19 au bac de philo. En L. Voilà, en L. Question, c'était faut-il oublier son passé pour se donner un avenir ? Et j'avais répondu que le seul temps était le présent. Voilà. Bonne soirée, à demain. Donc j'ai toujours été, voilà. Je pense que la psychanalyse, la psychologie, c'était un passage. Donc je chie pas dessus. Mais maintenant, aujourd'hui, j'aime beaucoup dire qu'en fait, on n'a pas besoin de faire tout ce chemin de développement et d'introspection et qu'on peut aller beaucoup plus vite. Parce que moi, aujourd'hui, les gens qui viennent à moi sont prêts. Ils arrivent aussi dans un timing. Et donc, je fais confiance à ça. Et donc, en 6 semaines, j'ai des gens qui me disent « Je suis sur le divan depuis 4 ans » ou « Je suis en thérapie depuis 4 ans. » En 6 semaines, là, meuf, tu m'as... C'est fini. Enfin, il n'y a plus de sujet, quoi. C'est 10 ans de thérapie en 6 semaines, quoi. C'est ça. D'autres qui disent c'est une thérapie sous stéroïdes et tout. Donc, en fait, la spiritualité, pour moi, elle est venue étendre, agrandir le spectre, la puissance de tout ce que j'ai travaillé en profondeur avec l'analyse et la psychologie et la philosophie, qui est très présente. Et même, je dirais, le Talmud avec le judaïsme et voilà, la religion. Même si je suis pas quelqu'un de très religieuse, je suis très empreinte du Talmud, bizarrement. Que tu connais, hein, parce que tu pratiques peut-être pas la religion, mais tu la connais très bien, puisque
je sais plus, il y a 2 jours, tu me citais encore la Torah. Ouais, c'est vrai que j'ai des paroles rabbiniques, Je l'ai pas relevé, mais je me suis dit, putain, la meuf me sort la Torah, quoi. On Je parle sais pas d'où. d'un sujet, enfin, pas random, parce qu'avec nous, c'est jamais random. Tu me parles de la table, on va réussir à trouver de la profondeur sur. Bref. Mais ouais, donc voilà. C'est aussi quelque chose qui est intégré. Je pense vraiment qu'au bout d'un moment, après un certain niveau de conscience, on se met à canaliser un espèce de savoir universel, comme une bibliothèque. D'ailleurs, la notion de bibliothèque akashique, on peut aller chercher des infos presque intuitivement. Et c'est vrai que c'est comme si le Talmud, il était en moi, alors que je ne l'ai pas vraiment étudié. J'ai pas vraiment fait de... J'ai fait ma bat mitzvah, j'ai un peu étudié, mais très peu. J'ai appris l'hébreu, j'ai oublié. Bon, voilà, quoi. Donc, en tout cas, quand même, voilà, à 12 ans, j'ai fait ma bat mitzvah, j'ai eu tous ces éveils et tout. Donc, la spiritualité, elle est là depuis toujours. Et aujourd'hui, elle se transmet principalement par le fait d'être vulnérable avec les gens et d'être vrai et authentique. C'est là l'exercice de ma spiritualité, c'est l'exercice d'une humilité profonde où je peux être à la fois très puissante et une grosse merde. Je peux faire des erreurs. J'ai toujours besoin de ramener le groupe, les gens à mon humanité pour les ramener à leur humanité. Et en fait, plus j'avance, plus il ne s'agit pas de découvrir des choses ésotériques ou de voir l'avenir. Voilà. Il s'agit d'être un être humain conscient et vraiment humain, trop humain, par-delà le bien et le mal. On parlait du sale. Que le sang des règles, le caca, c'est ok, que merder, c'est ok, que échouer, c'est ok, que avoir des défauts sur le visage, c'est ok. Ça, tu l'as transmis lors d'un live. J'en parle parce que c'est un moment dans ton accompagnement qui m'a énormément secouée. Un live avec un de tes clients où tu abordes justement le fait d'accepter. Et quand on est perfectionniste, qu'on se met beaucoup de pression dans la vie et notamment au boulot, c'est très vif. D'accepter d'échouer, d'accepter d'être une merde. D'être un mauvais avocat. D'être un mauvais avocat, effectivement, pour retourner sur les avocats. Et donc, il y avait face à toi quelqu'un qui, justement... résistait beaucoup. Ouais, et puis je percevais aussi vraiment de la difficulté, de la souffrance, un énorme poids sur les épaules. Et la façon dont tu as déconstruit ce truc-là, moi j'avais l'impression c'était le hot seat, j'y étais, quoi. Peut-être on peut juste préciser, il y a un accompagnement bootcamp de 6 semaines. Voilà, ou thérapie sous stéroïdes, formation business sous stéroïdes, on fait tout all in one, éveil spirituel, développement business, groupe, tout ça. Ouais, voilà, ça c'est une aventure puissante. Et après, je propose aux avocats qui en ont envie et qui sont dans ce mindset de vouloir intégrer ce travail, de l'intégrer sur 1 an dans un mastermind qui s'appelle l'Académie, où j'interviens de façon trimensuelle et j'ai des coachs, dont toi, qui interviennent sur des thèmes précis comme la vente, l'écriture LinkedIn, et il y a toute une formation, etc. Donc, c'est un lieu d'intégration et d'amélioration, d'apprentissage continu, de formation continue. Et dans ce lieu, j'ai mis en place ce thème des hot seats, ce format de hot seat où, en fait, je prends un avocat qui a travaillé avec moi, qui est dans mon mastermind, et je le travaille en live, lui. Et donc, c'est des moments ultra deep, on va hyper loin et la personne s'ouvre complètement et c'est magnifique et ça sert tout le collectif. Donc ça, c'est juste pour... voilà. Et effectivement, très souvent, ce que je fais avec ces gens-là et avec les gens que j'accompagne, c'est qu'il y a une partie d'eux qui a été interdite de voir le jour. Il fallait surtout pas qu'il soit le mauvais avocat. Et donc, en fait, toute sa vie, c'est une lutte et une résistance avec la possibilité d'être mauvais. Et Franck Lobvel, là-dessus, a été exceptionnel pour nous aider, nous aussi, à lâcher, à s'aimer dans notre humanité, dans les deux faces. Voilà. Si je suis généreux, je suis aussi radin. Si je suis intelligent, je suis aussi con. Et ça a été une leçon extraordinaire. Voilà. Et ça, il a un système de pensée, Franck, qui est très simple et qui permet de le comprendre facilement. Et donc, cet avocat que j'adore, on en arrive au fur et à mesure dans... mais en fait, frère... tu veux pas être juste un mauvais avocat? Tu veux pas juste... Tiens, viens, le truc dont t'as peur, là, que tu veux surtout pas que ça arrive, viens, on y va.
Et donc, j'ai peur de décevoir mes clients, déçois. Mm. Et en fait, ça libère un espace énorme. Comme il dit, le ressort émotionnel tendu se détend. Et en fait, du coup, tu as transcendé ta peur et tu vas arrêter. Tu la respires. Tu la respires. Et en fait, tu reprends un pouvoir. Et il est complètement. Il a passé un. Tout Il ceux s'est qui révélé depuis. Voilà, tous ceux qui sont passés sur notre site et avec qui on a fait ce travail d'alchimie de l'ombre, voilà, il y a Delphine aussi, le clown. On a vu que voilà, Ah ouais. elle avait refoulé Ouais. sa partie à 20 ans. Elle faisait partie d'une troupe de théâtre, elle faisait le clown. Et puis après, elle est devenue sérieuse. Et puis elle est rentrée dans son boulot. Puis en fait, elle a perdu son âme. Et puis elle a perdu son truc. Et on a retrouvé ce clown direct dans ce hot site. Et waouh, la réhabilitation du clown, elle a récupéré un morceau d'elle-même. Et ça y est, elle peut de nouveau investir le métier. Il y a eu Florence aussi, il y a eu Mélissa. Ouais. Et là, tu viens de dire un mot, avant qu'on continue, juste qu'on s'arrête dessus. La dernière fois qu'on s'est vu à Paris, tu as dit un mot, réhabilité, et tu le dis souvent. Et au moment où tu l'as dit, tu sais, hier, on se parlait, on se disait qu'on avait plusieurs niveaux d'écoute. Et j'ai pris ce mot et il est resté. Et après coup, je me suis dit, putain, mais la réhabilitation, on n'en parle jamais. Et c'est tellement important. Qu'est-ce que ça te... Ouais, c'est vrai. Réhabiliter, c'est... Je vois dans ce mot, réhabiliter, s'il est désigné vers soi, comme je récupère et comme je m'auto-légitime dans ma démarche de réintégrer cette partie, je reprends ce qu'on m'a enlevé, ce qu'on a humilié, ce qu'on a interdit, ce qu'on a censuré. Je réhabilite la salope en moi. Je réhabilite la pute en moi. Je réhabilite la mauvaise coach. Je réhabilite la gourou. Je réintègre. Et pour moi, donc l'intégration, c'est très important. C'est ces parties qu'on n'a pas voulu accepter parce que tu comprends, dans ma communauté, la femme n'a pas le droit de baiser, donc j'ai pas le droit d'être une salope. Mais réhabiliter, pour moi, c'est aussi affirmer. C'est aussi réafficher. C'est pas juste reprendre et dire maintenant j'ai le droit d'être une salope. C'est dire je suis une salope. Réhabiliter. C'est presque mettre en piédestal, juste parce que peut-être ils vont pas comprendre pourquoi je parle de la salope, mais parce que c'est tout un thème, je trouve, dont on parle beaucoup dans l'académie d'ailleurs, la dimension sexuelle et à quel point on se hâte de cacher nos vices, nos perversités, nos désirs, comme si le désir c'était bien sous tout rapport, quoi. Voilà, bien sous tout rapport. Moi, je suis pas une salope, je suis une bonne femme, une bonne avocate, une bonne maman. Bah non, je suis désolée, mais il y a aussi une salope qui dort en toi et elle va se réveiller parce que t'en as besoin, tu vois. Et on en rigole dans l'académie. Je suis la super salope, je suis la super pute. On rigole là-dessus parce que l'archétype de la connasse. Ouais, bien sûr. La nana qui arrête de plaire à tout le monde, qui arrête d'être la gentille petite bonne samaritaine de sa famille pour tout le monde, soit la connasse qui dit non, j'ai pas le temps, va te faire foutre. Et c'est en fait, pour moi, réhabiliter, ça vient avec l'expression. Tu l'exprimes. C'est pas que je réintègre en moi mon enfant intérieur, ma salope intérieure. Non, montre. Parce qu'en fait, qu'est-ce que tu transcendes ? La honte, le jugement, l'humiliation. Et tu dis, en fait, moi, je prends ma connasse, je prends ma salope, je prends ma mauvaise avocate. Je prends tout le monde. Je prends tout, et moi, je les aime, et je vous emmerde si vous n'êtes pas content. Et là, boum. Queen. Une vraie reine, un vrai roi, une vraie personne souveraine, c'est quelqu'un qui a fait ça. Qui épouse toutes ses personnalités. Voilà, c'est amour inconditionnel. Ok. Un peu de fromage avant le dessert. Ok. Je vais te présenter des situations que tes clients pourraient rencontrer. Est-ce que tu peux donner quelques conseils simples, rapides, efficaces pour aider comment un avocat peut s'en sortir dans cette situation ? Laquelle ? Alors, ton client commence à publier sur les réseaux sociaux et ses confrères le critiquent. Qu'est-ce qu'il peut faire ? D'abord, on va le bouffer. On va se bouffer la critique, on va se bouffer ce que ça me fait. Donc déjà, la première chose, c'est qu'on va accueillir très probablement la sidération et le fait que tu te bouffes ta phobie ultime, que tes pairs te jugent. C'est un des trucs les plus durs.
Donc déjà, moi, j'apprends beaucoup aux clients de sit with the emotions et d'apprendre L'accueillir. à la ressentir, à pas tout de suite l'agir. Donc déjà, tu ressens le truc, peut-être tu chiales, peut-être tu cries, peut-être tu t'en parles, déjà tu te bouffes. Parce que moi, je me suis beaucoup bouffée dans mes écrits, une agressivité, des choses que j'avais très peur. J'avais très peur qu'on m'attaque. Très peur, je suis une poule mouillée. Et donc, j'ai dû me bouffer ce que ça me fait, quoi. Donc, je me le bouffe. Première chose. Deuxième chose, je l'élabore. Donc, je vais aller dans la communauté. C'est pour ça que la communauté est importante. Les gars, putain, mes confrères. C'est pour ça que pour moi, c'est important cette notion de collectif et cette notion d'être accompagné parce que c'est pas anodin d'aller prendre la parole, de devenir un avocat influenceur, de devenir un avocat On a besoin de collectif, on a besoin de sécurité, on a besoin de bienveillance, on a besoin d'amour, on a besoin de soutien. Ça se fait pas tout seul. Donc déjà, on se branche à une communauté, quelle qu'elle soit, un groupe bienveillant avec lequel on peut partager ça. On va se bouffer de l'amour. T'inquiète, ça m'est arrivé à moi aussi, etc. On se connecte à l'universalité du vécu et au fait que on est tous dans le même bateau, on se l'est tous bouffé, que ce soit de la part de nos pères ou de gens aucun rapport. Et en fait, on dédramatise les enjeux. Ça, c'est vraiment important. Et la troisième chose, c'est la réponse. Quelle est la réponse que je veux offrir ? Et moi, je préconise, viens, on fait x100, ce qui les a énervés. C'est exactement ce truc de prendre les parties de moi. All-in. Voilà, all-in. C'est-à-dire qu'en fait, il me reflète, l'autre est mon miroir, par sa réflexion, il reflète par son jugement, un jugement que j'ai vis-à-vis de moi-même. Comment je vais l'exterminer, ce jugement ? Je vais foncer dedans. Ah, je suis une salope ? Ah, tiens, regarde, je vais te montrer comment. Ah, je suis pas éthique ? Ah, tiens, regarde comment je suis pas éthique. Et c'est ce truc badass, et c'est pour ça que je dis, moi, j'accompagne les gens badass, les intuitifs. C'est ces gens qui sont prêts à aller plus loin, à y aller. Ah ouais, à dire « Ah ouais, ça te plaît pas ? Bah tiens, viens, je te montre comment ça va pas te plaire. Et alors là, moi, je trouve que c'est la position la plus puissante au monde. Parce que t'as tous les verrous qui sautent. Ouais, tu rentres dans le limitless. Power. Je m'en fous de te plaire. Tu sais quoi, tu m'as révélé le jugement que j'ai sur moi. Merci. Et regarde comment j'y vais encore plus maintenant. Et liberté aussi. Liberté. Ouais, puissance. Enfin bon. Ok. La base, quoi. Un dernier morceau de fromage avant le dessert. Un client refuse de payer les factures de ton client malgré plusieurs relances. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Bah déjà, il se fait engueuler par moi. Moi, je mets en place un cadre avec mes clients où, enfin, je dis engueuler, on se comprend. Hein. Je lui tire les oreilles. Pour moi, dans mon monde, il n'y a pas de place pour qu'une facture soit pas payée. C'est-à-dire que le système est pensé pour que la facturation soit ou automatisée ou préfaite à l'avance. Et d'ailleurs, tous mes clients qui faisaient n'importe quoi avec leur facturation, tu sais, ils avaient 100 000 € de facturation en retard, lui, il me paye 100 000 pas. Ah oui, oui. Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais, j'ai des gens avec 100 000 € dehors. Ouais. Et qui vont s'asseoir sur la moitié parce qu'ils osent pas aller demander. Enfin, non, mais laisse tomber. Non, mais c'est la réalité. Hein. Ouais, non, mais. Bah, moi, en fait, je dis, les gars, l'autorité, c'est une affaire de timing. Le cadre, c'est une affaire de timing. C'est pas après qu'il y a le feu. C'est qu'une question de prévention, en fait. Tu mets en place un cadre qui fait que ce n'est pas possible. Moi, aujourd'hui, tu veux rentrer dans mon bootcamp, c'est un paiement avec ta carte bleue. Il n'y a pas de facture que tu vas me payer après. En fait, aujourd'hui, on travaille tous comme ça. Un comptable, il met en place un Go Cardless, qui est un système de prélèvement automatique. Il le met en place. Tous les 3 mois, je suis prélevée, il n'y a pas de discussion. Comme quand tu vas acheter ta baguette de pain, tu payes. Voilà. Tu repars non, mais avec. attends, là, c'est un institutionnel, c'est un fonds d'investissement, ils aiment bien jouer là-dessus. Bah, toi, tu joues pas là-dessus. Oui, mais ils vont pas me dire oui. Bah, c'est toi qui vois si tu baisses ton froc ou pas. Et plus tu es dans cette autorité de dire non, mais moi, en fait, chez moi, ça se passe comme ça. Chez moi, tu payes à ce moment-là, c'est mon cadre. Plus tu vas te mettre à attirer des clients, même des gros clients, hein, qui vont dire respect, frère. En fait, ouais, je paye. En fait, les gens créent des réalités qui confirment leurs croyances. Donc, s'ils pensent qu'il faut faire des facilités de paiement pour que ça marche, ils vont continuer de se confirmer ça. J'avais un client comme ça qui voulait pas déroger de ses 200 € de l'heure. C'était à l'époque où je les laissais encore travailler à l'heure. 200 € de l'heure en droit des affaires, en me disant la concurrence est rude et tout. Bah, en fait, lui, il était câblé sur il y a de la concurrence, faut que je sois cheap. Bah, donc, il va que se le prouver. Bah, tu vois, j'ai fait à 400, c'est pas passé. Bah non, mais c'est parce que tu l'incarnes pas et tu le vibres pas. Enfin, bon, voilà. Et cette dimension, elle est hyper présente dans ton accompagnement, dans tes lives, même dans les formations, dans les modules de formation. Ouais. Incarner, oser,
C'est moi qui fais mon shopping, c'est moi qui décide, Mm. c'est moi qui pilote. Mm. Tu es chez moi. Responsabilité. Tu es non mais puis puissance, c'est-à-dire je suis un empereur, une impératrice. Donc tu viens pas chez moi, tu bouges un canapé, tu décides de quel prix, on n'est pas au schéma. Mm. Et que j'ai 1 an d'expérience ou 20 ans d'expérience, c'est la même soupe. Tu arrives chez moi, il y a des règles et ces règles elles sont pas là pour te punir, elles sont pas là pour te pourrir, elles sont là pour te sécuriser et pour te montrer que j'ai du leadership. Et donc normalement c'est sexy. Donc oui. Ok. Dessert. OK. Panna cotta ou C'est ça, j'allais te dire fruits, chocolat. Et celle-ci est selon moi hyper importante pour comprendre ce que tu apportes. Mhm. Comment le business peut améliorer ma situation d'avocat? À plein de niveaux. La première chose, penser au business, c'est enfin sortir de ce paradigme de sauveur. Mhm. C'est faire un truc propre. Ce que dit Franck, et je suis tout à fait d'accord avec lui, l'argent nettoie. Mhm. L'argent permet de dire, on est là pour le boulot, je suis pas ta mère, je suis pas ton père, je suis pas ton infirmière, je suis pas ta psy. Il y a des psys pour ça et j'ai mis en place un système. Donc en fait, moi, c'est un business, qu'on soit bien clair. Ça veut pas dire que j'ai pas d'humanité, ça veut pas dire que j'ai pas d'empathie, mais je suis là pour faire du pognon. Voilà, dans un monde où il faut faire du pognon. C'est une réalité. Si je te sauve, tant mieux. Mais voilà. Donc le business, déjà, il permet de mettre un cadre beaucoup plus sain. Il permet aussi d'ancrer, c'est-à-dire que quand tu penses business, quelque part, tu es beaucoup plus ancré dans ton mode de réflexion parce qu'il faut toujours améliorer. Il faut préciser ton offre, il faut avoir un message clair, il faut savoir à qui s'adresser. Et en fait, que tu le veuilles ou non, ça va venir t'ancrer, ça va venir t'aligner énormément comme un arbre. Moi, je parle de positionnement comme le tronc de l'arbre, l'ancrage. Mhm. Et donc, tous les sujets de business, pour moi, sont des sujets d'alignement, d'ancrage, d'intégrité, de sécurité, de leadership, dont, en fait, contrairement à ce que pense l'opinion commune des avocats, les avocats manquent cruellement. Les avocats manquent cruellement de leadership. Il y a beaucoup de soumission. Il y a beaucoup de limites qui ne sont pas respectées. Il n'y a pas de guidance. On ne se sent pas pris en main par un avocat. Et donc, rentrer dans une perspective du business, c'est non seulement sortir du triangle de Cartman, sauveur, victime, bourreau, arrêter de s'épuiser, respecter le client, se respecter soi, arrêter de se sacrifier, et enfin générer du pognon, parce qu'il n'y a aucune raison que... Il n'y a aucune raison que tu le fasses pas, alors que des influenceurs le font, Pourquoi eux, pas toi? Je suis spécialisée dans un domaine de niche. Est-ce que le bootcamp fonctionnera pour moi? Le bootcamp, en fait, il est pensé pour fonctionner. Que tu sois étudiant en droit, que tu aies 30 ans de barre, que tu gagnes 2000 euros par an, 4 millions par an. Si tu as l'humilité, l'envie d'apprendre, l'envie de t'ouvrir et de l'ambition, c'est ta place. Parce que ce que j'enseigne, les enjeux de cadre, les enjeux de positionnement, les enjeux de visibilité, c'est à la fois des choses, des fondamentaux que même si tu es déjà avancé, ça va venir t'apporter un autre angle. Mais c'est aussi qu'on travaille sur l'énergie derrière tous ces sujets-là et les mécanismes psychiques sous-jacents qui font conflit et qui font que tu n'as pas encore explosé sur ces sujets-là. Donc en fait, peu importe ta niche, j'ai même envie de dire peu importe qui t'es, même si t'es pas avocat, tu pourrais venir faire le bootcamp. Ouais. Donc voilà, j'en ai qui me disent oui, je travaille à l'étranger. Je veux dire, à part que tu as envie de te sentir spécial, pour moi tu l'es pas. Hein, donc C'est la même. C'est la même. Et c'est marrant comment les gens ont du mal à accepter d'être dans la masse et qu'ils ont besoin de se sentir. Non, mais moi, dans mon cas, c'est plutôt du one-on-one. Bah non, en fait. Et c'est ça qui fait que t'es bloqué. C'est que tu te crois spécial. Reviens à l'horizontalité, qu'on est tous dans le même bateau. Et là, tu vas vraiment grandir. L'humilité. Ouais. Mais c'est pas facile. Et ça concerne pas que les avocats. Ah non. Moi, j'ai été concernée la première. Donc. Quand ça? Quand j'ai fait mon premier programme d'accompagnement, je me croyais... c'était un truc collectif comme ça, mais pas du tout comme moi, hein, rien à voir. C'était des vidéos en dur, asynchrones. Mais je me croyais au-dessus Ouais, j'ai mis du temps à comprendre qu'on était tous dans le même... J'avais beaucoup d'ego avant. J'étais très victime, j'étais très dans l'ego. Pour ça que les avocats m'ont énormément apporté, hein, parce que en les transcendant, je me suis transcendée, quoi. Donc il n'y a jamais de jugement, c'est important de le dire. J'ai beau bousculer, taper, faire mal là où il faut, j'oublie jamais d'où je viens. Et surtout, tu l'as dit un peu plus tôt, c'est que quand tu parles à l'un, tu te parles aussi à toi. Donc c'est le jeu de miroir, les deux faces d'une même pièce. Tout à fait. On en fait une dernière? Ouais, grave. Qu'est-ce qui m'assure que je vais vraiment en tirer quelque chose?
C'est le genre de questions qui font que j'ai pas envie que tu sois dans mon bootcamp. Ça me saoule. Ça me saoule les esprits comptables. Je veux en tirer quelque chose. Mais c'est bien qu'on la pose, justement, je pense. Ouais. Mais rien. Je Ouais. vais te répondre rien. Ouais. En fait, moi, j'appelle les gens au niveau de là. Je Ouais. les appelle pas là. Ouais. Tous mes clients tirent quelque chose. Au niveau du cœur. Voilà. Si tu as envie de trouver que c'est de la merde et d'être déçu, c'est ce que tu vas vivre. Il s'avère que c'est jamais arrivé, mais ça peut arriver demain. Et ça sera ton parcours et ça t'appartient. Moi, je pense qu'il y a des gens, ils arrivent dans un resto, ils sont là pour tout défoncer, pour dire que c'est pas assez chaud, pour dire que le verre il est sale, pour dire qu'il y a trop de musique. T'as des gens, ils sont câblés pour dire et j'en tire quoi, et c'était trop cher, et se plaindre. Moi, je les veux pas, ces gens-là. Donc, quand t'as ce type de mindset de qu'est-ce que je veux en tirer, c'est ok, c'est humain. On se le demande tous quand on prend un investissement. Ouais, mais pas chez toi, quoi. Si, mais il y a suffisamment de preuves. T'as des milliers t'as plein de témoignages. Tu me lis. Il y a un moment donné, t'as peur que ça soit pas rentabilisé. C'est aussi ce qui fait que t'es encore petit dans ton développement. Parce qu'à un moment donné, entreprendre, c'est aussi investir, potentiellement rater. Et donc, j'accompagne les badass, les intuitifs, les leaders on the making. Les leaders, c'est des gens qui disent « Cette meuf, j'aime. Je veux. Je veux bouffer ça. Je veux entendre ça. Je veux prendre. » Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est toi, je t'aime, je te veux, je veux. Tu m'attires, tu me parles, je sais pas ce que tu vas me faire, mais je veux. Et qu'on me choisisse plus pour qui je suis que pour l'effet ou la rentabilité. Il s'avère que je délivre de ouf et que c'est très efficace. Mais j'aimerais que même si c'est pas efficace et que t'as pas augmenté ton chiffre, juste t'es kiffé, t'es passé un bon moment, que tu sois pas tellement accroché à qu'est-ce que ça va m'apporter. Parce que je crois que c'est ça qui fait qu'on prend des décisions de merde dans le business. C'est les gens qui ont peur de s'écouter et de faire un truc où ils vont peut-être se planter, où c'était peut-être pas au niveau, ou peu importe. C'est un mindset, en fait, encore une fois, l'abondance. C'est chemin versus résultat aussi. Ouais, il y a pas mal de gens qui disent c'est bien d'avoir une vision de ce que tu veux, mais si tu regardes tout le temps ce que tu veux, en fait, t'avanceras jamais. Il faut qu'à un moment donné, tu marches et que tu kiffes le chemin. Sinon, t'arrives pas à ta vision. Je veux pas que ça se termine. Moi non plus, j'adore, mais c'est le début d'une longue série. Ah ouais. Merci Blas d'ailleurs de nous avoir accompagnés. Ouais, c'était super. Super. Ouais, Très super. pratique. Super travail. Base pour la suite. Yes. Bon. Toi, alors, tu penses qu'il y a matière à... Mais quoi? Mais tous les jours, frère. Ok. Ok, frère. Ok, meuf. C'est vulgose de dire frère. Non, on adore dire frère. Ok, meuf. Ah non, ça je déteste. Elle déteste que j'appelle meuf. Alors, on peut peut-être dire qu'il y a quand même 3 clientes qu'on va voir dans 1 heure, avec qui on va faire un cercle. Ouais. Oui, en fait, c'est la fin du podcast, mais c'est que le début de notre... de notre retraite ici, enfin de ce qu'on sait même pas ce qu'on va faire, mais ouais. C'est un saut dans le vide. C'est un saut quantique. C'est un saut quantique. Donc, c'est effectivement la fin de ce podcast, mais en fait, c'est le début de plein d'autres choses. Et j'ai effectivement eu la confirmation que ça va être le début d'une série de conversations. On va trouver un terme entre toi et moi parce que c'est kiffant, quoi. Ouais, on kiffe. Ouais. J'espère que les gens vont aimer autant qu'on a aimé. Ouais, lâchez des coms, les frérots. Et venez à mon bootcamp parce que je suis une meuf chamée et que Clara c'est une meuf chamée et que mes clients ils sont chamés et qu'on s'éclate. Voilà. Merci ma chérie. Merci à toi. Merci. Bah voilà. Qu'est-ce qu'on leur dit? Le mot de la fin. Si on devait leur donner un conseil. Majnouna. On s'est dit ça hier. Non, c'est une chanson qu'on a écoutée hier au restaurant C'est la vie, devant la Burj Khalifa. La burne Khalifa. La grosse burne. C'était hors du temps. Ouais. On était au 54e étage en face de la burne. Ça n'avait aucun sens. Même ce qu'on fait là, ça n'a aucun sens. Ah là là. On comprend plus rien. Rien. Ouais, bah voilà. On attend juste que les mecs viennent nous chercher pour nous dire remballer, c'est fini là. Ouais, mais on bien. fait un peu de remplissage. Ouais. Non, mais le mot de la fin, ouais, Majnouna. Majnouna, ok. Tu vois, il y a une rythmique dans ce mot. Majnouna. C'est-à-dire, let's go. Ouais, un truc un peu... Putain, mais c'est ça va s'appeler Majnouna. T'imagines Majnouna. Ce serait génial. Ça te va bien en plus parce que... Et il n'y a pas un truc de genoun? Le genoun, c'est un genoun. Ça veut pas dire que c'est un débile en arabe?
Ah, je crois pas. Un genoun. C'est un... Attends, ça veut dire quoi, un genoun? Ça veut... Non, attends, je vais demander, ça veut dire quoi, Majnouna? C'est avec un U ou un OU? Non, OU, je crois. ChatGPT va nous aider. Ça veut dire quoi, Majnouna? Majnouna est un mot arabe qui signifie folle ou dingue au féminin. Folle dingue, c'est Majnouna. Mais c'est utilisé de façon humoristique pour taquiner quelqu'un, mais peut-être aussi une insulte selon le contexte. Ah bah voilà, c'est tout trouvé. Merci, bye, thank you. Thank you.